Ce n'est plus un secret pour personne, les théories LGBT infiltrent notre société à de nombreux niveaux. Si nous savons que les militants woke se démènent pour les imposer, le rôle que jouent l'État et les institutions gouvernementales dans cet agenda politique et sociétal interroge. En effet, une vidéo récemment relayée par de nombreux lanceurs d'alerte sur X dévoile la prise en charge par la sécurité sociale de la quasi-totalité des frais liés au changement de sexe des personnes dites trans. Consultations, traitements, actes chirurgicaux et même les séances d'orthophonie pour masculiniser ou féminiser la voix sont ainsi entièrement gratuites pour les candidats au changement de sexe depuis déjà plus de 11 ans. Une injustice sociale pour des Français qui peinent à boucler leur fin de mois, renoncent à se soigner et vivent dans les déserts médicaux, et un choix budgétaire qui interroge, voire parfois scandalise. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivia Sarton, ancienne avocate, directrice juridique adjointe de Juristes pour l'enfance, auteure de PMA, ce qu'on ne vous dit pas, aux éditions Pierre Tecky, et de Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents chez Artege. Bonjour Olivia Sarton. Bonjour. Alors avant de commencer cette interview, je vous propose d'écouter les propos de ce jeune influenceur que j'évoquais en introduction, influenceur qui est devenu femme. On l'écoute. Bonjour, combien ça t'a coûté au total pour ta transformation, s'il te plaît? Alors, on dit pas transformation, généralement on dit transition. Alors, j'ai fait le visage, donc j'ai fait le nez qui m'a coûté 4 000 €. J'ai fait tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes et les lèvres, ce qui m'a coûté 6 000 €. J'ai fait aussi la poitrine, 5 000 €. Et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer à un pénis à un vagin, ça coûte dans les 20 000 €. Donc ce qui fait un total environ de 35 000 €. Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 €, j'ai payé que 4 000 €, c'est-à-dire mon nez, parce que ça ne rentrait pas en compte dans la féminisation faciale. Tout le reste a été pris en charge par la sécurité sociale. En France, on a quand même beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir ce qu'on appelle l'ALD. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller voir. Donc en tout cas, voilà, moi, c'est les opérations que j'ai faites et qui m'ont permis de me sentir bien à 100%. Chaque personne trans fait les opérations qu'elle souhaite. Il n'y a pas de parcours type. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bisous. Alors Olivia Sarton, question simple pour commencer. Quelle est votre réaction à chaud après avoir écouté cette vidéo? Alors d'abord, je suis frappée comme beaucoup, hein, sans doute, par le fait que cette personne dise ça m'a coûté tant, pour expliquer ensuite que l'essentiel des coûts de ces interventions, en réalité, étaient pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire par la collectivité, par nous tous. Bon, il faut savoir que les chiffres... Alors moi, j'ai été frappée aussi par les chiffres. Je pense que ces chiffres ne reflètent pas la réalité du parcours de transition, du coût du parcours de transition de cette personne pour l'assurance maladie. Il manque un certain nombre de frais qui sont assumés par la collectivité. Vous avez parlé tout à l'heure des traitements hormonaux ou des séances d'orthophonie. Voilà, elle n'en a pas parlé. Et puis à ça, il faut ajouter d'autres coûts qui sont forcément présents dans un parcours comme le sien, c'est-à-dire le coût des soins liés aux complications, aux effets secondaires des opérations qu'elle a entreprises, le coût des séjours en établissement, puisque pour être opérée, eh bien, il a bien fallu qu'elle passe des nuitées en établissement hospitalier, que ce soit public ou privé ou dans une clinique. Et puis, elle a dû être arrêtée aussi par rapport à son travail. Donc, le coût du versement des indemnités journalières correspondant aux arrêts maladie. Alors, l'association pour laquelle je travaille, Juristes pour l'enfance, nous avons écrit 2 fois à la Cour des comptes, en décembre 2002 et en avril 2023, pour lui demander de chiffrer les coûts des parcours de transition et puis d'évaluer un peu aussi le chiffre d'affaires annuel réalisé par les praticiens qui se spécialisent dans ces consultations, dans ces actes de chirurgie, parce que c'est intéressant de comprendre l'emprise du marché. Alors évidemment, on a dû relancer la Cour des comptes pour qu'elle consente à nous répondre, et sa réponse ne nous a pas du tout satisfaite, parce qu'elle nous a écrit qu'elle décidait elle-même des contrôles à mener en fonction des enjeux stratégiques et financiers, et que le sujet du coût des parcours de transition ne faisait pas partie des thèmes de contrôle retenus. Alors c'est dommage, parce que connaître ce coût permettrait et c'est légitime, permettrait de poser sereinement la question de l'arbitrage de la prise en charge par la collectivité. Au moment où la prise en charge des soins est réduite de toutes parts de façon récurrente, c'est une question qui serait assez légitime, et pour ça, il faudrait connaître le poids que ça pèse sur la sécurité sociale.
Alors, vous parliez justement aussi de l'argent que ça peut générer pour les praticiens qui vont pratiquer du coup ce genre d'opération. Est-ce que vous craignez que ça puisse donner à certains l'envie de développer carrément leur business sur le dos de ces personnes qui, initialement, rappelons-le, sont quand même troublées dans leur vie, dans leur identité. Enfin, c'est censé être quelque chose de lourd à porter. Est-ce que vous craignez que certains n'y voient que le profit qu'ils peuvent y faire? Alors pour les médecins, je ne pense pas qu'ils n'y voient que le profit parce que les médecins sont quand même animés par une volonté de bien faire, mais ce qui est certain, c'est que il y avait très peu de praticiens en France il y a 30 ans et qu'aujourd'hui c'est une spécialité qui se développe et je regrette qu'elle se développe au détriment d'autres spécialités. On sait qu'on a en France un manque cruel, par exemple, de pédopsychiatres. Dans les années 90, pour vous donner des chiffres, dans les années 90, il y avait à peu près 5000 pédopsychiatres en France. Aujourd'hui, on en a 600. Alors que la santé mentale des enfants n'arrête pas de se dégrader, des enfants et des jeunes, puisqu'on estime qu'il y a environ 30% des enfants et des jeunes qui vont mal au niveau de leur santé mentale. Donc c'est vrai que c'est toujours un arbitrage. Privilégier des spécialités qui vont amener le parcours de transition, je ne pense pas que ça soit bon pour notre société au détriment de spécialités comme la pédopsychiatrie ou même les médecins généralistes dont chacun manque cruellement. Et pédopsychiatre qui, par ailleurs, pourrait aider ces personnes en amont, avant même qu'elles choisissent ensuite de faire de vrais parcours de transition. Alors, j'aimerais revenir sur la vidéo qu'on a vue. Il y a quand même 2 points essentiels sur lesquels j'aimerais rebondir. Et alors, pour commencer, c'est que la sécurité sociale est financée par les impôts des Français. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est un abus de contraindre ces Français à financer des opérations qui sont profondément idéologiques et qui vont potentiellement à l'encontre de leurs valeurs et de leurs convictions personnelles? Alors, de manière générale, nous sommes tous appelés à cotiser sans pouvoir choisir exactement, sans pouvoir flécher ce que nous cotisons. Hein. Il y a un débat qui existe depuis longtemps de savoir si on peut flécher ses impôts, on ne peut pas les flécher. Mais là, en l'occurrence, sur ce sujet précis, la question est de savoir ce que nous finançons. Parce que l'assurance maladie doit financer des soins. Selon la nomenclature actuelle, la transidentité, donc le fait de se ressentir homme pour une personne née femme et inversement, donc cette transidentité, ce n'est plus considéré comme une pathologie, donc ce n'est pas une maladie. Et pourtant, les personnes qui se disent trans sollicitent la médecine, et elles sollicitent donc la prise en charge du coût des actes réalisés par l'assurance maladie. Donc, de 2 choses l'une, soit on considère que c'est une maladie et donc c'est pris en charge par la sécurité sociale, soit on considère que c'est pas une maladie, et dans ce cas-là, le parcours de transition tel que nous l'a exposé cette personne trans, qui consiste en la délivrance d'actes qui sont donc décidés pour conformer l'apparence du corps aux souhaits des personnes et pour les conformer à des stéréotypes de genre, parce qu'au passage, je relève que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de conformation à ce qu'on estime être la féminité ou ce qu'on estime être la masculinité. Et donc, si c'est pour conformer l'apparence du corps à des désirs, ça correspond à la définition des actes de chirurgie esthétique. Les actes de chirurgie esthétique, on le sait, ils ne sont pas pris en charge par la collectivité. Donc, c'est ce régime qui devrait alors être appliqué. Alors, c'est vrai que c'est amusant aussi parce que c'est ces mêmes militants qui passent leur temps à rabâcher qu'il ne faut pas tomber dans les stéréotypes, qu'un homme ne doit pas forcément ressembler à un homme et une femme à une femme. Et c'est ces mêmes militants qui vont légitimer le fait que certains individus vont justement demander à la société de payer pour être parfaitement conforme à l'image la plus classique qu'on imagine de la femme. C'est intéressant de le souligner. Alors, il y a autre chose, c'est que le coût de ces opérations est quand même faramineux. Et est-ce que dans un premier temps, ce coût-là, lorsqu'il était à la charge des patients, c'était pas, si je puis me permettre l'expression, un garde-fou et est-ce que maintenant qu'il est parfaitement remboursé, on peut pas s'imaginer que c'est la porte ouverte à tout un tas de transitions peut-être un petit peu irréfléchies? Alors, ça fait très longtemps que le coût est à la charge de la collectivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une prise en charge qui est particulière, puisque comme l'a dit cette personne trans dans la vidéo, les soins sont pris en charge au titre de l'ALD.
Donc l'ALD, ce qu'on appelle l'ALD, c'est l'affection longue durée. Et là, en l'occurrence, l'affection longue durée qui est visée, elle est définie comme destinée à couvrir des formes graves d'une maladie ou alors des formes évolutives ou invalidantes d'une maladie grave qui comporte un traitement prolongé. Il faut qu'il y ait une durée prévisible supérieure à 6 mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Donc, vous voyez, on identifie des frais particulièrement importants qui sont liés à une maladie grave. Et dans ce cas-là, on a un régime dérogatoire qui est donc l'ALD et qui consiste en une exonération du ticket modérateur pour le patient et donc une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc, c'est un régime tout à fait exceptionnel dérogatoire. Ce n'est pas le régime auquel nous sommes tous soumis pour la plupart de nos soins, ou dans ce cas-là, on le sait tous, la sécurité sociale ne prend en charge qu'une partie de plus en plus faible des soins qu'on reçoit, et ensuite, soit ça reste à notre charge, soit on a une mutuelle qui prend en charge le reste. Donc, on a là, effectivement, une prise en charge qui est très particulière, qu'elle couvre tout, quasiment tout ce que ça coûte effectivement en termes de soins. Ce qui est certain, pour répondre à votre question, c'est qu'on peut se dire, alors, Juristes pour l'enfance, vous l'avez compris, nous, on s'intéresse particulièrement donc à ce qui est de la meilleure prise en charge pour les enfants. Et effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas un manque de prudence par cette prise en charge à 100% au titre de l'ALD, parce qu'elle tend à renforcer l'idée que le parcours médical de transition, c'est le traitement qui s'impose pour remédier aux sentiments éprouvés de dysphorie de genre. Et c'est assez normal, parce que vous soyez les parents responsables d'autorité parentale, titulaires d'autorité parentale, ou les enfants, à partir du moment où vous avez des soins qui vous sont proposés et qui sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, vous éprouvez une présomption d'intérêt thérapeutique. Vous vous dites, si c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, alors que d'autres soins ne sont pas pris en charge, c'est que ça doit être la meilleure offre de soins possible pour le trouble dont je souffre. Et à l'inverse, l'alternative au parcours médical, c'est-à-dire la prise en charge psychothérapeutique, elle bénéficie pas de la LD à 100%. Et donc, finalement, cette prise en charge par l'assurance maladie nuit au questionnement qui devrait être approfondi par les parents et par les enfants sur la balance bénéfice-risque du parcours proposé, sur les propositions alternatives de traitement et sur le fait de s'interroger pour savoir si vraiment être hormoné toute sa vie pour un enfant, être soumis à une mastectomie pour une jeune fille de 14 ans, est-ce que c'est vraiment les soins appropriés pour résoudre les troubles de l'identité que ces enfants ressentent? C'est une vraie question. Alors, il y a d'ailleurs des enfants, enfin des jeunes ou même des adultes qui reviennent un petit peu sur cette transition, qui réussissent à sortir de cette dysphorie de genre, ou en tout cas qui regrettent les changements sur leur corps et qui désirent détransitionner. Ces opérations-là, est-ce qu'elles sont remboursées ? Alors, à ma connaissance, on retombe pour ces opérations dans le régime général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en charge à 100% comme ce transition. À ma connaissance, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et donc, je pense, est-ce qu'on peut affirmer donc que c'est le signe qu'aujourd'hui, l'État français, à travers la sécurité sociale, est profondément marqué par l'idéologie LGBT et devient en quelque sorte un militant de toutes ces théories-là en les favorisant et en les encourageant? Alors, je n'incriminerai pas de manière aussi peut-être définitive. Je pense que chacun cherche à évaluer la meilleure thérapeutique adaptée, la meilleure prise en charge adaptée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un biais, parce qu'aujourd'hui, il y a, contrairement à d'autres pays qui font des recherches très poussées, et je pense en particulier au Royaume-Uni et aux pays du Nord, pour remettre en cause le bien fondé des parcours de transition, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, on pouvait penser que pour résoudre le mal-être profond que ressentaient ces personnes, les médicaliser était peut-être le meilleur soin pour eux. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et effectivement, en France, on voit qu'il y a une grosse difficulté, une grande difficulté à remettre en cause ce présupposé du bien fondé de la transition médicale pour les personnes qui éprouvent un sentiment de dysphorie de genre.
Et notamment pour les enfants, on éprouve la plus grande difficulté à faire passer l'idée qu'un parcours prudent et qu'une aide psychothérapeutique serait sans doute le plus adapté pour eux. Donc oui, il y a un biais. Et alors les médecins dans tout ça, donc vous venez de le dire, on a du mal du coup à revenir sur ces affirmations-là. Les médecins, eux, est-ce qu'ils sont encore libres d'exercer selon leur conscience professionnelle ou bien est-ce que c'est l'idéologie qui prime? On a ce cas par exemple d'un médecin, alors c'est pas en France, c'est à Montréal, mais qui a été radié pendant 3 mois parce qu'il a reconnu la féminité d'une patiente qui voulait être considérée comme homme. Alors, en France, on a une loi qui a été appelée thérapie de conversion. C'est un mot qui ne reflète pas ce qu'il est, une loi de janvier 2022 et qui incrimine le fait de s'opposer au ressenti trans d'une personne. Donc, effectivement, un médecin qui prendrait en charge une personne trans sans utiliser les pronoms qu'elle demande pourrait se retrouver taxé de transphobie, comme ça a été le cas de ce médecin de Montréal. Alors, la difficulté, vous voyez, c'est que on est tous d'accord sur le fait qu'il faut accueillir l'autre toujours avec bienveillance, quel que soit l'autre, que ce soit une personne trans. Donc, on est tous d'accord qu'il faut l'accueillir avec bienveillance. La difficulté, c'est qu'on confond cet accueil bienveillante avec l'obligation, sous peine de transphobie, de devoir nier le réel au profit du ressenti de quelques-uns. C'est-à-dire que quand ce médecin a reçu cette personne trans qui est d'après les extraits de journaux, il avait toujours soigné comme étant, puisque c'était le médecin de famille, donc il l'avait toujours soigné comme étant une femme et elle était toujours une femme biologiquement. Et là, il se voit intimé de nier cette réalité biologique de sa féminité. Là, on arrive dans un système qui est effectivement problématique. On arrive dans un système qui est effectivement problématique. On est un peu dans un système orwellien de 1984. À partir du moment où on est tous enjoints de nier le réel et de transformer le vocabulaire pour l'adapter au ressenti de quelques-uns, ça interroge notre société. Alors du coup, pour finir, ça introduit parfaitement ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'une prise de conscience du corps médical et un retour aux fondamentaux biologiques est encore envisageable? Ou bien est-ce que l'idéologie LGBTQIAP+, a définitivement imprégné notre système de santé? Je pense qu'il y a de nombreux médecins qui sont conscients des enjeux. Il y a de nombreux médecins qui sont aujourd'hui attachés à défendre la réalité, attaché à défendre le fait qu'on peut pas nier l'existence des corps biologiques et qu'on peut pas qu'on peut pas entrer dans cette espèce de gnose finalement qui voudrait dire qu'on peut avoir un esprit qui serait pas dans le bon corps. Non, il n'y a pas de mauvais corps. Chacun est né dans le corps qui est le sien. On est tous corps et esprit et ça fait un tout. Et il y a de très nombreux médecins qui en sont conscients et qui se battent qui défendent cette réalité. Et notamment, moi je reviens toujours sur le sujet des enfants, notamment qui défendent le fait qu'on ne puisse pas véhiculer auprès des enfants une idéologie en leur faisant croire que s'ils sont des filles, ils pourraient devenir des garçons, ou si ce sont des garçons, ils pourraient devenir des filles, parce que la réalité, c'est que on peut transformer l'apparence de son corps grâce à la chirurgie, grâce aux hormones. Mais on ne peut jamais devenir un homme si on est une femme, on ne peut jamais devenir une femme si on est un homme. On restera toujours, notre corps portera toujours dans toutes les cellules notre définition biologique d'homme ou de femme. Écoutez, Olivia Sarton, en tout cas, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a non seulement des médecins qui se battent pour rétablir les choses dans le bon ordre, mais il y a aussi des juristes comme vous, et merci pour ça.